Je m'appelle Marie-Paul McInnis. Mes deux jeunes enfants, Justin, 2 ans, et Jérôme, 6 ans, ont été tués par leur père alors qu'ils dormaient. J'ai publié mon histoire dans un livre qui s'intitule « La survivante ». Une bouteille à la mer qui a été récupérée par d'autres parents dont les enfants ont aussi été assassinés par l'ex-partenaire. Bien que près de la moitié des endeuillés soient des papas, seules des mamans ont demandé à me rencontrer. Aujourd'hui, je vais rejoindre ces mères qui sont devenues avec le temps mes sœurs d'armes. Nous menons ensemble le combat d'informer la population et les gouvernements sur les causes qui mènent à ce genre de drame pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Nous revendiquons aussi plus d'aide avant et après les meurtres. Une main tendue vers vous pour que toutes celles qui n'ont pas été saisies jusqu'à présent le soient désormais. On savait que t'allais arriver de cette façon-là. Oui. Salut, ma chérie. Ah ouais. Elle arrive avec son mini, elle dit, elle a Hey, ça y est, on est tout le monde. Hey, youhou! Daphné avait 6 ans et demi. Il est parti avec la petite dans sa fin de semaine, puis il a donné des médicaments, puis ensuite il l'a étouffé avec un oreiller. Ça, c'est mon cœur. Elle s'appelait Émilie Laure. Émilie, elle avait 18 mois au moment du drame. Son père l'a assassiné par arme à feu. Simon, il avait 8 ans et demi. Et Claudie, elle venait juste à peine 10 jours, elle venait d'avoir ses 7 ans. Il les a endormis avec des médicaments, des Valium. Puis après ça, il a arrangé l'auto pour que le gaz entre dans l'auto. C'est mon petit Jérémy. Il avait 4 ans et demi. Quand il est décédé, ça fait déjà 1 an et demi. Et il a été tué par son père, par pendaison. Il a aspergé la chambre d'essence, il a mis des bonbonnes de gaz et la maison a explosé avec les enfants. Les enfants de Nadine, Karen, 11 ans, et Lindsay, 13 ans, ont été assassinés il y a à peine 3 mois. Le père a ouvert des bonbonnes de propane dans le garage où se trouvaient les enfants
et a mis le feu. Les gens, je pense pas qu'ils veulent regarder qu'est-ce que ça pourrait faire de perdre leur enfant. Juste de se poser la question, c'est déjà trop. On a tellement envie d'en parler. Ouais. Ça, c'est nous autres, ça fait partie de nous autres. Puis la mort, puis le crime qui a été fait, on l'a dans les parts de peau. Les gens sont mal à l'aise. Ils veulent pas poser de questions. Ils veulent pas entendre les réponses. Quelqu'un d'assez gentil qui me dit, après que ma fille s'est décédée, « Qu'est-ce que tu y as tant fait pour qu'ils t'en veulent tant que ça? » J'ai dit, rewind. Recule, puis écoute-toi. Mais je pense que c'est encore le but aussi des survivantes. C'est, même si vous voulez pas nous entendre, on va en parler pareil. Fait que vous fermerez la télé, vous ferez ce que vous voulez, mais notre but, c'est d'en parler puis d'expliquer la problématique, tu sais, puis de dire, regarde, on veut que ça soit plus tabou, puis au contraire, que ça soit plus ouvert, puis que les gens essayent de mieux comprendre la problématique. Oui. Là. Sensibiliser les gens. Quand j'ai vu la mort dans ses yeux, et moi aussi, je l'ai vu. Ben là, tu sais, Pour nous, les survivantes, au-delà des tragédies qui nous unissent, les circonstances qui ont mené au meurtre sont tristement similaires. Avant de tuer nos enfants et de se suicider, nos ex nous ont tous fait subir de la violence conjugale à divers degrés et de différentes façons. c'est une emprise, c'est un étau qui se referme sur toi, puis t'es pris là. Tu sais, les gens pensent, ben va-t'en, mais pourquoi t'as resté? Faut croire que t'aimes ça. Non, mais t'es pris, t'as peur pour toi, t'as peur pour ta vie, t'as peur pour la vie de tes enfants surtout. Je l'ai pas vu venir pantoute, tu sais, mais maintenant, je comprends c'est quoi la violence psychologique, puis moi, c'était à un niveau très subtil. Jamais il me criait après, jamais il m'a bousculé ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, puis j'ai jamais eu peur de lui non plus, tu sais. Mais c'était vraiment dans l'ignorance, dans la non-considération, puis là, tu sais, c'est pas une fois que c'est arrivé, là, ça arrivait tout le temps, là. Moi, je dirais qu'il y a la honte aussi. Parce que moi, il y en avait beaucoup de honte par les choses qui m'obligeaient à faire au niveau de la violence sexuelle, parce que ça existe aussi. Tu sais, quand le médecin, il dit « Madame, il vous a violé », tu sais, je l'excusais encore, là. Il était mort, puis je racontais certains items, puis il dit « Non, non, madame, il dit, c'est un viol. » Il dit « C'est vraiment ça. » Moi, c'était juste, c'est mon mari, là, tu sais. J'avais pas de bleu, j'avais rien. Il prenait son corps pour me faire peur. Fesser dans une porte de garde-robe, c'est un exemple. Partir à marcher, parce que s'en venir vers toi, c'est menaçant. C'est tous les respectueux aussi là-dedans, de te parler que tu étais une tête niaiseuse. C'est toutes sortes d'affaires. C'est vraiment dégradant. Ben moi, je me suis dit, je vais tellement l'aimer, tu sais. Il va s'en rendre compte, tu sais. Je vais tellement l'aimer que il va, tu sais, son attitude va changer. C'est peut-être parce qu'il manque quelque chose, tu sais. Plus le temps passe,
plus tu t'engouffres et plus c'est dangereux. Le message que je voudrais lancer, c'est qu'il ne faut pas attendre pour mettre une fin à ça. Suzanne Léveillé étudie depuis des années les différentes causes qui mènent aux meurtres intrafamiliaux. Selon la recherche, la présence de violences conjugales dans une famille doit être prise au sérieux pour prévenir ce genre de crime. Dans les travaux et dans les recherches que je mène, c'est sûr que plus de 50% des cas, il y avait de la violence conjugale avant. Toutefois, il faut bien définir qu'est-ce que violence conjugale. Hein? C'est sûr que parfois la violence conjugale est physique. Mais parfois, il y a plutôt une violence plus psychologique, le contrôle de la conjointe, les appels téléphoniques, le harcèlement. À comparer à un coucher de soleil, là, ça fait vraiment spécial. Ah. C'est une énergie. Regarde, j'étais pas plus que ça quand je suis sortie prendre des photos. Puis juste d'avoir fait ça, là, je me suis sentie mieux en dedans. Là, c'est comme... de sentir l'énergie de dehors. Là, puis, Avec la violence qu'on a vécue de part du monsieur, c'est qu'aujourd'hui, on a le droit de parler. Juste parler, expliquer, dire. C'est déjà beaucoup, là. Puis aider les... En partageant nos récits, on constate d'autres similitudes qui auraient dû sonner l'alarme. Nos drames sont tous survenus lors d'une séparation ou d'un conflit entourant la garde de nos enfants. Ces disputes hargneuses, combinées à de la violence conjugale, peuvent devenir un cocktail meurtrier. Jules, mon ex-partenaire, a tué mes enfants la veille que l'on passe en cours pour déterminer la garde de Justin et Jérôme, 1 mois après notre séparation. Les chambres Ouais. de mes fils sont là. Lesquels? Les deux en haut. Les deux, là? La chambre à Justin, la chambre à Jérôme. La chambre à la Jérôme. pancarte. Ils auraient leur terrain de jeu, là, ça. Ouais, il n'y a plus de terrain de jeu, là. La piscine était là, puis le terrain de jeu n'est plus là. Et évidemment, ce soir-là, Jules m'avait appelé, puis j'ai jasé longtemps au téléphone avec. Puis il voulait que je vienne chercher mes fils. Puis j'ai dit, tu sais, où sont mes garçons? J'ai tellement capoté ce soir-là, puis il me disait, ils dorment paisiblement. Puis là, je disais, je suis là, arrête de niaiser. Dis-moi où ils sont. J'ai dit, donne-moi la permission d'aller les chercher. Puis il m'a dit, OK, viens. Mais Jacinthe n'a pas voulu. Parce qu'elle m'a dit, oh non, arrive pas là, c'est trop dangereux. Puis elle m'a dit, viens, on va se coucher en cuillère, toutes les deux, tellement que je suis angoissée. Puis on est allés dans le lit, on s'est couché en cuillère, mais on a entendu le bruit de la sirène. Puis j'ai couru à la fenêtre, puis je voyais les flammes sortir de la toiture. Puis là, tu te dis, oh non, c'est pas vrai, il l'a pas fait. Ce soir-là, j'étais terrifiée de demander l'aide de la police.
J'étais convaincue que jamais les autorités me croiraient si je leur disais que je craignais pour la vie de mes enfants. Puis, je l'ai retenu. Puis, on s'est accroché. Je vais être là pour te consoler, puis te prendre dans mes bras quand on a besoin, puis je vais toujours être là pour elle. Je t'aime. Oh, petite. Même s'il était décédé, j'avais encore peur. L'angoisse reste. Mais il me restait ce pas-là à faire, puis je suis contente aujourd'hui. Je me sens mieux. Ça a défait une barrière, je pense, c'est la dernière qui restait, d'oser me rendre jusqu'ici. Allô, ma? C'est Karen. Bon, ben, bye, ma. Tu me rappelleras. Message sauvegardé. Au début, je l'écoutais souvent. J'avais besoin de ça. Je l'écoute encore, mais ça n'a plus le même impact parce que là, je m'ennuie terriblement. Donc, quand je l'entends, je m'ennuie. C'est la robe de ma fille. C'est sa robe de Noël, la dernière qu'elle a portée pour son dernier Noël. Ça, c'est la couverture de mon fils, de Lindsay, que je dors avec à tous les soirs. Oui, ma fille est là. Oui, mon fils il est là. En tout cas, moi, ça me rappelle mes enfants. On se présentait en cours le 10 juillet pour la garde complète, pour que je puisse revoir la garde complète. Puis les enfants voulaient revenir à la maison le 10. Donc, ça n'a jamais eu lieu parce qu'ils les ont tués dans la nuit du 9 au 10. Les hommes qui commettent des homicides dans la famille, beaucoup qui tuent suite à une séparation, une rupture amoureuse. Et je vous dirais qu'on est dans les chiffres, les pourcentages sont très élevés, jusqu'à 80% d'hommes qui tuent suite à une séparation. Donc, ils vont tuer les enfants souvent, je vous dirais, par mesure de représailles contre la conjointe ou l'ex-conjointe. Donc, la rupture est un facteur de risque. Les enjeux entourant la garde des enfants est aussi un autre facteur de risque. Avec le recul, on sait désormais que nos ex avaient des profils psychologiques et vivaient des situations personnelles qui laissaient présager le pire. Plusieurs d'entre eux ne travaillaient pas au moment des meurtres. Certains avaient des problèmes avec la justice et tous se refusaient à porter leur part de responsabilité quant à l'échec de nos couples. Ce sac-là, c'est des enregistrements. Ben, lui, il m'appelait, je sais pas combien de fois dans la soirée, laissait message sur répondeur quand on n'était pas là. Je revenais, ça pouvait être 3, 4, 5, 6, mais régulièrement. Ah ouais, c'est bon, t'as toujours voulu avoir la petite pour toi. Fait que tu vas pouvoir l'avoir pour toute seule. Ouais, tu vas pouvoir l'avoir juste pour toi. Fait que je veux pas m'en prendre à ma fille, parce que ma fille est innocente, mais trop belle. C'est une fille, moi. Le café en haut. Fait que toi, m'en t'envoie la aussi. Et puis quand
le temps de rappeler. Fait que sans pour moi, je continue mon message. Fait que c'est un collègue qui a plutôt voulu avoir ta fille juste pour toi, que tu vas l'avoir, tu vas pouvoir l'avoir juste pour toi. Moi, je m'en vais. Donc, je vais toujours avoir un œil dessus. Et une troisième fois, il rappelle. Ouais, c'est encore moins. Il est 4h moins 10. Fait que c'est un petit peu, c'est ça. Tu vas avoir un œil en haut. Moi, tu vas te lancer des sorts. Mais ma fille, fais attention. C'est juste ça que je te montre, c'est qu'il fait des attention. C'est continue. Daphné est née en février 2003. Je me suis séparée, elle avait 4 mois l'été 2003. Et il l'a tuée en septembre 2009. Mais tout ce temps-là, il n'a pas refait sa vie. Et dans la même année qu'on s'est séparés, il a perdu son travail. Probablement pour absentéisme, parce qu'il était très fier de ça, mais il était souvent absent. Il a fait faillite. Ensuite, il a été resté chez ses parents, mais il n'a pas refait sa vie. C'était moi la cause de ses malheurs, que j'avais osé. Moi, je lui appartenais, j'étais sa bébelle. Et j'avais osé dire non, je ne serai plus ta bébelle. Puis non, je ne vivrai pas ça. Ouais. Puis en plus, ben, quand j'ai eu un conjoint, hey, là, lui, il perdait le territoire qu'il savait. Il se l'avait approprié, le territoire. Le territoire, c'était moi et Daphné, on lui y appartenait. Les hommes qui, dans la dernière année avant l'homicide, se sentent abandonnés, vivent la rupture comme une trahison, une humiliation, portent une souffrance psychologique, une forme de détresse psychologique. Toutefois, c'est comme si, dans leur processus psychologique, ils rendent l'autre responsable. C'est comme si l'autre devient la cause, d'une certaine façon, de l'ensemble des problèmes. Et à ce moment-là, l'homicide est pour faire souffrir la conjointe, qui est en quelque sorte la cause du problème. C'est la lettre que Joe m'a laissée avant de commettre le drame. Si tu lis ceci, c'est bien malheureux. Je ne sais pas si tu vas te sentir coupable de la mort d'Émilie, mais je te l'avais pourtant dit. Je ne voulais pas te séparer de ta fille, mais je ne pouvais la laisser, l'abandonner dans cette vie que tu as choisie. J'espère que ta liberté et l'amour de ton chum compenseront la perte d'Émilie. Je souhaite que tu réapprennes à redevenir toi-même. Tu vois où tout ça t'a amené d'écouter ta mère, ta famille, ta psy et tous les autres. Moi, j'étais prêt à sacrifier mon bonheur pour former une famille pour Émilie. Je pars avec une question dans la tête. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour te faire comprendre ou ne voulais-tu pas comprendre? Ce qui rend nos drames encore plus outrageants, c'est que certaines d'entre nous, craignant le pire, avaient appelé à l'aide et frappé à plusieurs portes pour obtenir de la protection. Martine, entre autres, réclamait l'assistance de la Direction de la protection de la jeunesse pour sa fille unique, estimant que sa petite subissait de la violence psychologique de la part de son père. Moins de 2 semaines avant l'assassinat de Daphné, la DPJ avait rencontré le papa. Mais moi, je voulais que quelqu'un qui connaît les enfants parle avec lui pour dire qu'il prenne une thérapie, va se faire aider. Tu vas la voir, ta fille. J'ai jamais voulu y enlever sa fille. Ce que j'ai voulu, c'est que ça arrête. Elle a dit, j'ai parlé à monsieur, et là, je lui donne 3 mois pour se prendre en main, de faire une thérapie pour hommes violents, et je vais vérifier son assiduité à la thérapie pour hommes violents. T'as-tu
tu hâte que le camping soit fini? Non. Oui, ça enlève le chandail. C'est moi qui l'ai fait. Et moi, je dis, est-ce qu'on laisse aller Daphné? Est-ce que, oui, il n'y a pas de problème. C'est entre vous deux. Puis ça, c'était le 10 septembre. Ensuite, il a parti avec sa fille le vendredi, le 18 septembre. Puis il l'a tué. Tu sais, c'est comme... J'ai demandé de l'aide. J'ai vraiment demandé de l'aide. Tu sais, ils vont dire oh, elle reste avec lui, elle aime ça se faire battre. C'est pas vrai. Ceux qui restent parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans la peur tout le temps, dans les menaces, dans la peur. Mais moi, j'ai dit non, je fais pas cette vie-là. J'ai voulu que ça arrête. Mais ça n'a pas arrêté pendant 6 ans. Je demande de l'aide pour ma fille. On me croit pas. Puis ça prend ça pour qu'on me croie. Mais moi, je l'ai plus, ma fille. C'est fini, là. Moi, je dis qu'il n'y a pas juste des PJ là-dedans, il n'y a pas juste la police. C'est toute une société qui doit dire, là, c'est assez, là. C'est assez de Joe Blow, là, tu t'en vas trop loin, là. Ben, premièrement, j'avais dit à mon avocate qu'il était dangereux, qu'il cautionnait en quelque sorte que les hommes assassinent leur enfant, puis qu'ils assassinent aussi l'ex-conjointe, qu'il comprenait pourquoi les hommes faisaient ça. Fait que c'est sûr que quand j'ai pris la décision de partir d'avec lui, je voulais protéger Émilie. Je savais qu'elle était pas en sécurité avec lui. Puis en cours, je l'ai dit, je l'ai mentionné à la juge, je l'ai mentionné à mon avocate. Puis je comprends pas pourquoi on m'a pas écouté. Je comprends pas. Je comprends pas. Le dernier jugement que j'ai obtenu, c'est le 5 décembre 2005. Et Gino a assassiné ma fille Émilie, 18 mois, le 17 décembre 2005. C'est pas vrai que ce drame-là aurait pas pu être évité. C'est pas vrai. On les a mis au monde, ces enfants-là. On les a mis au monde. On donnait la vie, on peut pas les tuer. Il n'y a plus rien qui existe quand cet enfant-là sort, puis qu'ils te mettent ça sur le ventre, là. Moi, là, j'ai vécu ça comme... Ça se peut pas. Puis là, du jour au lendemain, là, il y a quelqu'un qui vient décider que c'est fini. Parce que je t'haïs, je te déteste, je veux te faire mal. Je veux te faire mal, là. Ça fait 3 ans, puis je me promène encore en disant « Ça se peut pas qu'on fasse ça à un être humain. Ça se peut pas. » Moi, je me souviens, j'ai tombé évanouie. Dans le transport en ambulance, j'ai repris un peu conscience et je me suis mise à me débattre. On m'a attachée et je me souviens, ce qui a été très réconfortant, c'est que l'ambulancier s'est couché par-dessus mon corps. J'avais l'impression que c'était comme du cristal qui pouvait éclater. Puis, tu sais, vraiment couché par-dessus moi, son poids faisait en sorte que je pouvais demeurer unifiée en un seul morceau. Et là, on m'a vraiment endormie. Et quand j'ai ouvert les yeux, les policiers étaient là pour me dire que
que le petit garçon était mort. Sur les bords de la baie de Gaspé, il est beau, mon village. Et malgré tous mes voyages, je ne l'ai jamais oublié. Il est si beau, mon village, se mirant dans la baie. Est-il toujours aussi sage? Moi, tu sais, j'ai changé. C'est le miroir de mon enfance. J'ai besoin d'oublier. Mais avec un peu de chance, un jour j'y reviendrai. Ouais. Belle collation. Ben là, pas le choix, là. C'est du Zoloft, parce que c'est ça, le système nerveux, il est vraiment fragile au bout. Ça se peut que je sois pas obligée de prendre ça le reste de ma vie. C'est des séquelles, en fin de compte, du drame, là. Quand il y a des stress, là, les stress, t'es plus capable de les absorber comme tu les absorbais, là. Tu sais, je le sais parce que je suis une fille qui a travaillé dans une urgence, là. Du stress à cet endroit-là, il y en a. Mais aujourd'hui, je serais plus capable. Au moment aussi où tout ça est arrivé, j'ai tout donné, moi. En l'espace de 3-4 jours, il n'y avait plus rien à la maison. J'ai acheté une poupée qui avait des cheveux longs. Et j'ai dormi avec cette poupée-là longtemps. Je lui ai lavé la tête. Je lui ai peigné les cheveux comme je peignais ma fille. Mais moi, c'est pas ma poupée que je peignais, c'était ma fille. L'âme, elle est tellement défaite, là, que tu fais semblant de fonctionner dans la vie. Vous savez qu'on va travailler communément sur une toile. Vous pourriez faire un pas et dire je vais prendre une partie de mon moton puis je vais le mettre sur la toile. Il y a énormément de peur qui est refoulée en moi. Là. Ça fait 1 an et demi, puis j'ai pas pleuré mon fils encore. Non? Bien, ça va peut-être être un matin. Bon, moi aussi, je vais faire Je pense que je vais écrire en blanc en place. C'est pas bon. C'est toi la plus, disons, la plus jeune du groupe. Es-tu capable de rentrer dans l'émotion? Tu te sens comment quand tu pèses ça? Carrément de la rage, là. De la rage? Oui. Mais c'est normal, ça. La rage, tu l'as longtemps, la rage. La rage. OK. Baisser la tête, les yeux. Moi, là, ma fille est décédée en 2009. Je peux te dire, pendant 2 ans, j'ai frôlé la folie. Là, je le dis, je le crie, là. J'ai frôlé la folie, j'étais allée en psychiatrie, je suis revenue. J'étais plus capable de respirer, je broyais. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Puis je me disais tout le temps que je trouvais ça tellement difficile pour avoir ma fille avec moi que j'ai dit à ma mère, j'ai dit pour toi, maman, je veux pas que tu le vives.
ce que je vis. Fait que je vais me battre, puis je vais rester là, puis... Parce que je t'aime, puis je veux tellement pas que tu vives ça. C'est ta fille. C'est une partie de toi. Les êtres qu'on aime, qu'on perd, c'est... Personne ne peut survivre à quelque chose comme ça. Tout le monde est transformé. On fait passer des journées là, à être côte à côte sans se dire un mot. C'est son combat pour Émilie là, qui a fait avancer, qui a fait refaire surface. Puis elle veut pas qu'Émilie, qu'est-ce qui est arrivé, que ça arrive à une autre mère. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vois Marie-Hélène. Je vois qu'elle se bat pour refaire surface. Là. Je la trouve tellement merveilleuse, Marie-Hélène. Tellement forte, même si elle voulait plus que je lui dise qu'elle est à fond. Elle s'accroche, puis elle avance, puis elle continue, puis... Elle a un courage fier de Marie-Hélène. Je t'aime, je t'aime. Je m'excuse, là, mais... Je pense que à chaque fois que ça sort, c'est bon. Ça sort à petite dose, ça sort en petite quantité, mais je pense qu'à chaque fois, je me libère de quelque chose. Mais je le sais que le flot, la grande braille, elle n'est pas sortie encore. J'ai beaucoup peur de laisser sortir mes émotions, justement, parce que j'ai peur de perdre la tête, j'ai peur de plus être en contrôle de moi, là. Fait que je l'ai pas vécu encore, moi. Puis ça fait quand même 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, oui. Tu peux faire ça avec une rouge un petit peu. Malgré la détresse dans laquelle on se trouve après l'assassinat de nos enfants, le gouvernement québécois ne nous considère pas comme des victimes au sens de la loi. L'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, estime que nous ne sommes que des proches des victimes. Par conséquent, l'aide qui nous est octroyée se résume à bien peu. Remboursement du nettoyage de la scène de crime et des frais funéraires, ainsi que 20 séances de psychothérapie payées par l'État québécois. Allô? Bonjour, Caroline, ça va? Ça va bien, toi? Oui, bienvenue. Je me souviens avec précision de tout ce qui est arrivé, tu sais. Les éléments très bouleversants pour moi, c'est beaucoup le cri du policier. Même si j'ai pas vu les corps de pendus, mais c'est quand même des images faciles à imaginer. Puis quand tu es partie du cimetière, comment est-ce que tu te sentais? Tu sais, ça se peut pas que je doive aller au cimetière rendre visite à mon fils. Tu sais, c'est plus ça qui... Puis quand tu tombes en état de choc, tu deviens plus fonctionnel dans ton quotidien. Moi, j'étais plus capable de m'occuper de ma maison, j'étais plus capable de m'occuper de moi. Mon objectif de la journée, des fois, c'était de me laver les cheveux seulement. Là. C'était mon activité de la journée. Tu deviens quasiment comme une loque humaine. Là. Ben oui, c'est sûr que... On peut considérer qu'il n'y a pas plus élevé dans la douleur psychologique chez l'être humain que un traumatisme tel que celui-là. On savait que c'était la date anniversaire de ton fils qui s'en venait. Ça s'est passé cette semaine. Comment tu as vécu ça cette semaine? Je suis allée porter des roses blanches au cimetière. Il y aurait eu 7 ans, donc j'ai senti... C'est une mort qui a été arbitraire.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a décidé du moment où ça s'est passé, de la façon dont ça s'est passé. Et mon Dieu, ça aurait pu être évité, cette mort-là. Et enfin, c'est une mort contre nature. On n'est pas supposé perdre nos enfants avant nous. On n'est pas supposé les perdre, on est supposé les voir grandir. Et c'est eux qui sont supposés être à notre chevet quand on va mourir. Et je pense que socialement, on a à se questionner, est-ce qu'on offre assez de services à ces victimes-là? Est-ce qu'on peut améliorer nos stratégies pour mieux les aider? Merci. Ça sera pas. Martine, t'es belle à voir. Une méchante ambition, Martine. C'est une fois. Ah oui, t'avais-tu un jamais avant ça, non? Jamais pétiré. Sauf... Puis le blanc, mais je voulais écrire des mots. Amour inconditionnel éternel, je vous aime. Puis en blanc... OK. Ouais. Parce que même si ils sont partis, mais je vais toujours être leur mère, puis je vais toujours les aimer. On voudrait bien avoir une baguette magique puis faire en sorte que personne ait à vivre ça parce que c'est vraiment l'horreur. Mais malheureusement, oui, il va en avoir d'autres et au moins de savoir qu'il y a un groupe de réunis. Je me souviens quand ça m'est arrivé, c'est ce que je demandais. Donne-moi, montrez-moi quelqu'un qui a survécu à ça parce que pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Là. Puis voilà le but parce que tu te dis, ben au moins j'ai des preuves vivantes et on est des preuves vivantes à table. Il y a des lois qu'il faut que changent. Il y a tellement d'amalgames, de plein de petites choses qui pourraient faire toute la différence pour la survie de ces femmes-là. Je pense qu'on est les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Être reconnu comme victime au sens de la loi nous permettrait d'obtenir une indemnisation financière plus substantielle que le maigre 2000 $ versé par enfant assassiné. Certaines d'entre nous, comme Nadine, qui n'ont pas l'argent pour arrêter de travailler, pourraient enfin prendre le temps de vivre leur deuil. Je suis journaliste pigiste. Je suis aussi rédactrice pigiste. J'écris pour un magazine et j'écris aussi pour un journal. Depuis l'assassinat des enfants et tout, qu'est-ce qui est plate quand on est pigiste, pas d'assurance chômage. Dans mon cas, j'ai pas d'assurance personnelle parce que ça coûte très cher. Donc, je dois travailler. Moi, j'ai pris en tout et partout 5 jours de congé. On parle de la journée de l'assassinat des enfants qui est le 10 juillet, la journée des arrangements funéraires, la journée des funérailles. Je dois vraiment prendre la Nadine qui a perdu ses enfants dans le jour, la mettre de côté et de travailler. Moi, c'est ça, j'ai reçu 4 000 $ en tout et partout pour mes 2 enfants, alors que la SAC, s'il serait mort dans un accident d'auto, j'aurais eu environ 50 000 $ par enfant. Donc, il y a une méchante différence entre 2 000 et 50 000 $. Avec 50 000 $, oui, c'est le cas de dire, tu vis ton deuil au maximum, là. Mais avec 2 000 $, je m'excuse, c'est de la misère à tourner de bord, là. Faute d'obtenir les services et l'aide dont on a grandement besoin, il devient extrêmement difficile de se soigner pour reprendre un semblant de vie normale. 26 ans après le meurtre de ses 2 enfants, Huguette est toujours incapable de réintégrer le marché du travail. Ainsi, après avoir perdu notre plus grande richesse, nos enfants, plusieurs d'entre nous doivent désormais accepter une vie remplie de difficultés financières.
Je peux pas retourner travailler nécessairement parce que le moindre stress me touche plus fort que quelqu'un d'autre parce que, justement, le système nerveux il est usé comme si j'avais peut-être, je sais pas moi, 90 ans. C'est vraiment usé, là. Parce que j'ai essayé à un moment donné de travailler dans un Dolorama, puis en l'espace de 4 mois, j'étais en train de descendre. Je commençais à faire des gastro nerveuses. Puis j'ai comme pas le choix de me trouver des activités calmes de temps en temps pour justement relaxer. Bien, c'est sûr que, bon, je vis pas, comme on dit, sur l'or. Bon, je reste dans un logement à prix modique, ce qui me permet quand même d'être quand même bien. Bien là, j'ai mon petit jardin, j'ai mes fleurs autour du logement. Je m'occupe. On porte le drame comme si on avait une sentence, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais contrairement aux condamnés, on n'est pas nourri, on n'est pas logé. Les soins psychologiques? Les soins psychologiques, les insertions sociales, tout. Faut, malgré qu'on porte cette sentence-là, il faut se débrouiller pour survivre, malgré tout ça. Oui. Parce qu'une partie de notre vie est détruite. On n'est pas des criminels, on est des victimes. Une affaire que je ne cache pas, c'est que les prisonniers d'actes criminels, comme Guy Turcotte, il a le droit d'avoir les sessions qu'il veut, s'il veut, en psychologie et en psychiatrie. Tant qu'il veut. Il a le droit à tout, tant qu'il veut. Pourquoi nous autres, on n'a pas le droit à avoir un soutien psychologique ou psychiatrique tant qu'on doit l'avoir? Tu sais, on dit pas ça, je pense, dans le but de enlever à Pierre pour donner à Marie, là. Mais au moins que ce soit équitable. Mais que ce soit équitable. Ben oui, souvent, j'entends parler, puis c'est comme « Eh non, mais si vous leur donnez pas ça, ils sont dangereux. Ouais, est-ce qu'il faut qu'on devienne dangereuse pour qu'on s'occupe de nous? » Comme d'habitude, ma fille a une tête dure, fait qu'elle ne veut pas se faire. C'est un cri du cœur. Il faut que les victimes soient entendues. On peut sauver la vie d'un autre enfant. C'est extrêmement bénéfique aussi pour chacune de nous de dire on se lève et on change les choses. Ça donne un sens au non-sens. Ça s'en vient tranquillement, il dort. Hey, gars. Je peux pas. Oh, t'es chanceuse. Oh, c'est bon. Cette souffrance-là, je vais la porter jusqu'à mon dernier jour. On apprend à vivre avec. À un moment donné, elle devient notre compagnon de route. Puis
On fait une place, puis on marche avec.